Monsieur le sénateur Harder. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais également vous féliciter pour votre nomination. Vous avez une grande tâche. Vous devrez être à la hauteur de l'ancien président qui le jeu de mots est intraduisible en français. Avant de commencer, j'aimerais souligner que nos délibérations se déroulent sur le territoire non cédé de la Première Nation algonquine Anishinaabe. J'interviens aujourd'hui pour parler de l'enquête lancée récemment par mon honorable collègue de la Saskatchewan, le sénateur Klein. L'objectif de cette enquête est de mettre l'accent sur les belles réussites d'entreprises dirigées par des Autochtones qui sont racontées dans tout le pays. Et je suis ravie de compter autant de collègues, y compris le sénateur Tanas, prendre la parole à ce sujet pour donner la perspective de leur région. En tant que sénateur occupant ce que je considère être le groupe de réflexion le plus privilégié du pays, nous pouvons en faire beaucoup pour inspirer les Canadiens autochtones à créer leur propre entreprise, à participer en tant qu'employés, chercheurs, collaborateurs ou dans d'autres rôles. Dans ma province, l'Ontario, l'Indigenous Business Directory of Canada compte 526 entreprises de toutes formes et de toutes tailles. Comme beaucoup d'entre nous le savent, les entrepreneurs qui dirigent une entreprise autochtone se heurtent souvent à des difficultés que les entreprises dirigées par d'autres ne rencontrent pas. Compte tenu de cette réalité, on peut être sûr qu'un grand nombre de ces 526 entreprises ont surmonté de grandes difficultés pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Il serait facile d'en choisir un ou deux pour les mettre en lumière. Mais plutôt que de me contenter de vous donner des exemples de ces réussites, j'ai pensé passer un peu de temps à discuter des défis auxquels les entreprises dirigées par des Autochtones doivent faire face pour que ce nombre de 526 entreprises continue d'augmenter dans la province. Soit dit en passant, il y a au total environ 50 000 entreprises autochtones au pays. J'aimerais parler un peu du potentiel de main-d'œuvre autochtone dans ce pays. Comme nous le savons tous, souvent ce potentiel est inexploité ou sous-utilisé. Une grande partie du Canada autochtone est jeune, dynamique et créative. Et nous n'en tirons cependant pas le meilleur parti. Dans une grande partie du monde des affaires, la réussite commence bien sûr avec l'éducation. Je m'empresse d'ajouter qu'une bonne éducation n'est en aucun cas une condition préalable à la gestion d'une entreprise prospère. En fait, je pense que nous devrions estimer les métiers plus que nous ne le faisons en ce pays. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Le fait est que le nombre de diplômes postsecondaires détenus par des Autochtones continue d'accuser un retard important par rapport aux diplômes détenus par les Canadiens non autochtones. Par exemple, en 2016, 52 % des femmes autochtones étaient titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires, donc 14 % étaient titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur. En revanche, 46 % des hommes autochtones ont obtenu des qualifications postsecondaires, dont 8 % avec une licence ou un diplôme supérieur. Si on compare ces chiffres avec le reste du Canada, où 67 % des femmes obtiennent un diplôme d'études postsecondaires, 32 % obtiennent une licence ou un diplôme, on voit un écart. Les hommes autochtones ne sont que légèrement derrière, avec respectivement 64 et 27 %. Il s'agit de grands écarts et en tant que pays, nous ne tirons pas bien profit de la situation. Si le taux de chômage des Canadiens autochtones en 2022 était inférieur à celui de l'année précédente, l'écart entre le Canada autochtone et le reste du pays est encore trop important. En 2022, par exemple, 8 % des Canadiens autochtones étaient au chômage, comparativement à 5,2 % pour les Canadiens non autochtones. C'est un écart de près de 3 points. Enfin, j'aimerais aborder la question des Canadiens autochtones dans les domaines de la technologie et des sciences technologies, où la croissance de l'emploi dans notre pays se poursuit. Tout d'abord, dans ce domaine, environ 4 % des adultes canadiens sont autochtones, mais les adultes autochtones canadiens représentent moins de 2 % des personnes travaillant dans les domaines des sciences de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Dans le domaine de la technologie, l'écart est similaire. Parmi les peuples autochtones recensés au Canada, la participation aux professions technologiques en 2016 s'élevait à 2,2 %, soit environ 13 000 personnes au total. Cela est bien inférieur à la part proportionnelle du Canada autochtone dans la population canadienne. Ces faibles chiffres
rendre la vie difficile aux entreprises autochtones qui ont les meilleures intentions d'embaucher des travailleurs autochtones. Prenons par exemple l'expérience de David Yo, président et fondateur de Dalian Enterprises Inc., une entreprise de cybersécurité autochtone établie ici même à Ottawa. L'entreprise est constamment à la recherche de diplômés autochtones en technologie et entretient des relations étroites avec des écoles comme le Collège Algonquin dans l'ouest d'Ottawa. Mais il n'est pas facile d'embaucher à partir de ces bassins. Il arrive trop souvent que quelqu'un a un œil sur un diplômé autochtone, mais qu'il le voit se faire recruter par une entreprise plus importante. Dans d'autres cas, les candidats autochtones retournent dans leur réserve d'origine après l'obtention de leur réserve. Cette pierre d'achoppement est devenue un peu plus facile à surmonter récemment, étant donné l'importance nouvelle accordée au travail à domicile. M. Yo suggère également aux jeunes autochtones désireux d'être embauchés de se manifester. Et c'est une question que l'on voit dans la main-d'œuvre en général. Monsieur Yo, descendant du chef Robert Franklin de la Première Nation d'Alderville et signataire du traité Williams de l'Ontario de 1923, a créé l'entreprise Dalian en 2001. C'est un ancien combattant de l'Afghanistan et d'autres conflits. Il se spécialise aujourd'hui dans les infrastructures de cybersécurité et les projets de centres de données au sein du gouvernement fédéral. 22 ans après sa création, l'entreprise Dalian compte plus de 200 experts en la matière au sein de différents ministères. Pendant cette même période, l'entreprise a été active en tant que partenaire gouvernemental de confiance et détient une habilitation de sécurité très secrète. Et la plupart des membres du personnel ont l'habilitation de niveau secret ou plus. L'intérêt de M. Yo pour la technologie vient du fait que son école secondaire de Port Hope en Ontario a été l'une des premières à recevoir des ordinateurs et des gros ordinateurs centraux pour les intégrer dans le programme scolaire. C'est ce qui a forgé son amour pour le secteur de la technologie et ce qui l'a incité à s'inscrire à l'université pour étudier l'informatique. Encore une fois, cela démontre l'importance d'obtenir une éducation. Avant de conclure, j'aimerais prendre le temps de mentionner l'importance des diverses agences de développement dans la réserve, dont le rôle dans la promotion du développement des entreprises ne peut être ni sous-estimé ni sous-apprécié. Il s'agit notamment d'organisations dynamiques et progressistes telles que la Whitecap Development Corporation, située au sud de Saskatoon, la bande d'Osoyos en Colombie-Britannique et la Member 2 Development Corp de Nouvelle-Écosse. Cette dernière a créé l'une des premières nations les plus prospères du pays avec plusieurs divisions qui vont des services sociaux au logement, aux programmes éducatifs qui comprennent des études sur l'entrepreneuriat. Une fois de plus, l'accent est mis sur l'éducation. Member 2 compte également parmi ses conseillers le sénateur Dan Christmas, récemment retraité, dont les conseils avisés sur les questions commerciales autochtones, entre autres, nous manquent cruellement. Nous avons besoin d'autres personnes comme lui pour encourager les Canadiens autochtones à se lancer dans les affaires. En résumé, les priorités et les objectifs des Autochtones changent au Canada. Les priorités et les objectifs du ministère responsable des Autochtones au Canada changent avec le temps. Pendant un certain temps, la promotion des droits a tenu le haut pavé. À d'autres moments, la négociation de traités et l'autonomie gouvernementale sont apparus comme des priorités. En tant que sénateur, nous devrions faire tout en notre pouvoir pour encourager l'esprit d'entrepreneuriat. Et sur ce, j'aimerais remercier le sénateur Klein pour son interpellation et j'invite mes collègues à prendre part à cet important débat.